Tu Alors, branches le micro. bonjour. Alors, je regarde si la lumière est bonne comme ça ou bien. Non, là, il y a trop de lumière, peut-être, non? Bah là, vous êtes un peu mieux, parce que tout à l'heure, C'est un c'était un peu plus sombre. petit peu mieux. C'est mieux comme ça ou avant? Oui, c'est mieux. C'est mieux comme ça. Oui. D'accord. Merci beaucoup de nous dédier Je vous en prie. pour cet entretien. On va essayer de le faire sous 30 minutes, comme on a pu se le dire hier au Absolument. téléphone. Et merci aussi d'avoir regroupé les questions. Comme ça, on a une meilleure visibilité et peut-être que certaines questions ne seront pas posées, parce que peut-être au cours de votre exposé, on n'en aura peut-être pas besoin. D'accord. Du coup, pour un peu recontextualiser, on va parler de l'Iran face à la situation actuelle au Moyen-Orient au lendemain du 7 octobre 2023. Il faut savoir que le 7 octobre est un tournant décisif au Moyen-Orient et les dynamiques ont été totalement bouleversées, voire changées très rapidement, avec le conflit opposant Israël au Hamas principalement. Et donc, les dynamiques ont changé avec les acteurs régionaux, notamment l'Iran, qui ont ajusté ou qui ajustent leur stratégie. Téhéran est amené à amorcer un repli stratégique sur les intérêts régionaux et on en verra ça un peu plus avec ses proxys principalement. Donc, on va essayer de comprendre si l'Iran se trouve dans une certaine spirale d'instabilité, si elle arrive à contrôler sa situation ou pas du tout. Donc, la première question est comment l'Iran a-t-il ajusté sa stratégie régionale après les événements du 7 octobre, notamment vis-à-vis de ses proxys et de ses relations avec les États du Golfe? Alors, je crois que le 7 octobre a été, pour tous les pays de la région, le point de départ imprévisible au départ de changements profonds. En Israël, en Syrie, en Iran, en Arabie Saoudite. La question palestinienne est ancienne, elle était oubliée, elle est revenue sur le devant de la scène. L'Iran n'y était pour rien, ce n'était pas prévu par les Iraniens, a priori, mais cette initiative du Hamas a donc déclenché un processus dont on ne connaît pas encore la fin. Et l'Iran, donc, est un acteur important de ce processus, est impliqué très fortement par notamment l'existence du Hezbollah en Iran, qui est un des succès de la politique iranienne en matière régionale, et que le Hezbollah a été donc vaincu, peut-on dire, militairement par l'affaire des Vipers, l'assassinat de Nasrallah ensuite, et le fait que militairement, le Hezbollah, effectivement, n'est plus ce qu'il était il y a encore 6 mois. Et donc l'Iran est victime de cela, mais, et ce sera peut-être le thème de cette discussion, l'Iran n'est pas vaincu pour autant. L'Iran a subi un échec important, non pas qu'il n'ait pas préparé et attendu cela, mais ça s'est précipité de façon imprévisible. En effet, la défaite du Hezbollah militairement, avec l'histoire des Vipers qui ont décimé littéralement le commandement du Hezbollah, ensuite la mort de Nasrallah, et puis ensuite surtout l'effondrement de la Syrie en quelques jours, la Syrie qui est le principal allié de l'Iran depuis la guerre Irak-Iran, fait que ce qui vient de se passer maintenant, c'est un peu la fin de la guerre Irak-Iran. C'est la fin de la politique des proxys. L'Iran, en effet, agressé par l'Irak, avait besoin d'alliés, il y en avait très peu, et donc a cherché à trouver par des alliances régionales, notamment les chiites du Sud-Liban, qui ont donné le Hezbollah par la suite, des moyens de s'opposer à l'armée irakienne. Ceci, c'était il y a 45 ans. Aujourd'hui, dans une phase nouvelle, et donc ce qui est important, c'est que l'Iran avait compris qu'il fallait prendre ses distances par rapport à ses proxys, qui étaient devenus des boulets. C'était des éléments d'influence, des éléments militairement importants, mais étaient des boulets parce que la priorité de l'Iran désormais était de sauver l'État iranien, écrasé par la crise économique et par les sanctions américaines et des années de gabegie à l'intérieur. Donc, il fallait que l'Iran change de perspective. Et de ce point de vue-là, il a fallu donc prendre des distances avec le Hezbollah, avec les Houthis, avec les milices. Le problème, c'est que l'Iran avait prévu de faire ça de façon concertée, tranquille, et que le 7 octobre a précipité tout. Et donc l'Iran se retrouve aujourd'hui avec effectivement l'impression qu'il a été vaincu, alors qu'il ne l'est pas, mais il a subi un échec majeur. Les gardiens de la révolution, qui étaient le fer de lance de la République islamique, ont été humiliés. Ils ont dû quitter le Liban et la Syrie sans combattre. Et donc une armée qui quitte le terrain de bataille sans combattre, une armée vaincue, mais il y avait d'autres ressources pour l'Iran, on y reviendra, je pense. Du coup, mon collègue qui est stagiaire, Hicham, vous posera la seconde question. Bonjour, monsieur. Bonjour. Donc, la deuxième question, c'est dans quelle mesure la guerre à Gaza a-t-elle forcé l'Iran à reconsidérer son soutien aux groupes armés comme le Hamas et le Hezbollah? Dans la guerre de Gaza est une guerre exceptionnelle. On n'a jamais vu un pays membre de l'ONU, l'Israël, un pays reconnu officiellement, attaquer un territoire
qui n'est pas le sien et ravager le territoire à ce point-là. Aucune armée au monde n'a autant, pas tellement le nombre de morts en quelque sorte, mais avoir ravagé l'adduction d'eau, l'électricité, les égouts, les cimetières, les maisons, à destruction totale du territoire. Et dans cette guerre de Gaza a pris une dimension nouvelle. Mais l'Iran a été un peu piégé. L'Iran soutient la cause palestinienne depuis toujours, c'est l'axe de la résistance, mais se retrouve en difficulté pour pouvoir répondre à l'effondrement du Hezbollah et de la Syrie en même temps. Et donc, son principal allié, il est là, mais l'Iran ne peut pas soutenir l'action du Hamas en particulier, parce que le Hamas a amené l'Iran à devoir subir une défaite qui n'était pas prévue. Et donc, la guerre de Gaza est effectivement un élément essentiel qui précipite les choses, on le sait, avec la puissance qu'a pris Israël. Et donc, dans ce point de vue-là, l'Iran étant face à face avec Israël est en difficulté parce qu'Israël est une puissance militaire considérable, une puissance politique surtout considérable, avec l'alliance des États-Unis en particulier. Et donc, cette guerre arrive au très mauvais moment pour l'Iran, qui avait l'intention, au contraire, de retrouver un moyen de communiquer avec les Américains et les Européens dans le cadre de négociations sur le nucléaire. Cette guerre arrive au très mauvais moment pour les Iraniens. En parlant donc de l'importance de l'Iran, mais aussi de cette faiblesse avec le conflit opposant donc Israël et un certain temps l'Iran quand ce dernier essaie d'apporter son soutien à la cause palestinienne, pensez-vous du coup que l'implication croissante de l'Iran dans ce conflit israélo-palestinien a-t-elle renforcé du coup la position iranienne ou affaibli sur la scène régionale? Alors, ce qui est important, c'est que l'Iran avait décidé, dès l'élection de Raïssi en 2021-22, de prendre ses distances avec des proxys qui est devenu des handicaps pour l'ouverture internationale levée des sanctions. Et comme je vous le disais, les choses se sont précipitées. Mais ce qui est important surtout, c'est que l'Iran a décidé de se défendre tout seul et de se replier sur son territoire national. Abandon, ou disons, prise de distance par rapport à l'Iran révolutionnaire, l'Iran qui essayait de développer la contestation dans la région. L'Iran est en danger aujourd'hui, l'État iranien et donc la République islamique est en danger d'existentiel, et donc se replie sur son territoire, sur les valeurs sûres. Et l'événement majeur de ce point de vue-là a été l'attaque iranienne du 13 et 14 avril 2024. En effet, ce soir-là, près de 400 engins, drones, missiles de croisière et missiles balistiques sont partis d'Iran pour toucher Israël à 1200 km de là. Grosso modo, tous les missiles ont atteint leur cible, mais ont été détruits à l'avance par les plus grandes armées du monde, américaines, britanniques, françaises, israéliennes et jordaniennes. Autrement dit, il y a eu une petite guerre mondiale. Pendant cette nuit, il y a eu une guerre mondiale. Le monde entier était en guerre pour soutenir Israël contre l'Iran. Mais l'Iran ne voulait pas faire de dégâts. Il voulait simplement montrer que désormais, pour attaquer Israël, qui est un régime qui est en train de détruire Gaza de façon inhumaine, désormais, je ne prends plus mes proxys, je ne prends pas les missiles du Hezbollah, je prends mes missiles qui sont chez moi et je me défends du territoire iranien. Le problème du Hezbollah, le problème de la Palestine n'est pas mon problème directement. C'est le problème de l'ensemble de tous les pays de la région. Et moi, Iran, je ne veux pas payer tout seul la guerre que Israël est en train de faire aux Palestiniens. Et donc, prendre ses distances par rapport au phénomène palestinien, parce que la priorité, c'est d'abord évidemment de défendre le territoire national iranien. Donc, c'est un changement fondamental dans la stratégie iranienne. Et donc, de ce point de vue-là, entre nous, il y a une victime, ce sont les Palestiniens. Parce que l'Iran a très clairement montré que la priorité désormais, c'était défendre le territoire national, défendre la République islamique. Le Hezbollah et les Palestiniens, évidemment, font partie de l'axe de résistance et l'Iran continue d'être un acteur de cet axe de résistance contre Israël, mais ce n'est plus la priorité. Et donc, on peut craindre que dans cette non-priorité, les Palestiniens en fassent les frais. Donc, avec toutes ces nouvelles dynamiques régionales, pensez-vous que l'Iran maîtrise-t-il encore l'évolution du croissant chiite ou est-il dépassé? Il est dépassé. On disait croissant chiite. J'étais contre, moi, toutes les analyses religieuses. On analyse tout le Moyen-Orient depuis 1979 par le chiisme contre le sunnisme. Tout s'explique par la religion et par le martyre de l'imam Hossein. La religion est importante, bien évidemment, mais tout analysé par la religion est une erreur. Ce n'est pas l'axe chiite, il existe, mais c'est l'arc iranien, politique, pour aller de Téhéran à la Méditerranée, l'opposition à l'Arabie saoudite, l'opposition à Israël. Bref, de voir un axe, ce n'est pas un axe, c'est un réseau iranien. L'Iran a un réseau,
n'est pas un axe physique, ce n'est pas une autoroute qui va de Téhéran à Beyrouth. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, l'Archi n'existe plus, n'a jamais existé en tant que tel. Il y avait une politique iranienne d'influence régionale via des proxys. Cette logique-là, cette logique tactique, militaire et politique a disparu. Elle s'est effondrée avec la chute du Hezbollah et de la Syrie. Désormais, l'Iran se replie sur son territoire et cherche à défendre son territoire national et son régime politique depuis l'Iran. On ressent complètement les choses. Le nationalisme iranien a remplacé la révolution iranienne. C'est vraiment une date. Merci. Là, on se tourne plus sur la relation entre l'Iran et l'Arabie saoudite. On a remarqué que depuis la chute principalement du régime de Bachar el-Assad, l'Arabie saoudite prend quand même un peu plus de place dans la région, notamment en proposant des conférences. Il y en aura une bientôt, donc le 27 février, sur la situation en Syrie principalement, et une potentiellement aussi en juin, avec la France en tant que copartenaire. Donc, par rapport à cela, pensez-vous que le rapprochement entre l'Iran et l'Arabie saoudite, comme cela était le cas dans les années 70, avant la révolution iranienne, est-il toujours viable après les événements du 7 octobre et la chute du régime de Bachar el-Assad? Risque-t-il d'être compromis par les tensions régionales, auquel cas? Tout à fait. Je crois que dans la nouveauté de ces derniers temps, le rapprochement de l'Iran et de l'Arabie saoudite est une étape clé. En effet, je vous le disais tout à l'heure, l'Iran se retente sur son territoire. Et pour l'Iran, ce qui est important sont les pays voisins. L'Iran a 15 pays frontaliers, puisque la mer Caspienne est un lac et le Golfe Persique est également un partage du sous-sol. Autrement dit, pour la priorité de l'Iran, sa sécurité avec les 15 pays voisins. Et donc, la Palestine, c'est important, Israël, c'est important, tout est important, mais la priorité, elle est là. Donc, dans ses voisins, ce n'est pas l'Afghanistan, ce n'est pas l'Irak, ni l'Azerbaïdjan, c'est évidemment l'Arabie saoudite, qui est l'autre grand pays de la région, très différent de l'Iran pour mille raisons, mais qui, comme vous le rappeliez tout à l'heure, en 1973, quand Richard Nixon s'est rendu dans la région, il avait dit au Shah d'Iran et au roi d'Arabie, vous êtes les gendarmes du Golfe. À l'époque, c'était pour protéger le pétrole américain. Depuis, c'est plus le pétrole américain, mais ils sont à nouveau les gendarmes du Golfe. Les deux grands pays qui sont encore en état de vivre, l'Irak ayant été ravagé par la guerre, la Syrie également, l'Égypte est un peu hors course, l'Afghanistan, on sait ce que c'est devenu, sont les deux pays qui comptent, avec des qualités et des défauts qui sont tout à fait différents et peut-être complémentaires. Et donc pour l'Iran, avoir une stratégie, pas forcément d'amitié avec l'Arabie saoudite, mais au moins de bon voisinage, de coopération sur les sujets importants, sur la stabilité de la région. Iran et Arabie ont des façons de voir différentes, des moyens d'action différents. L'Iran avec la Chine et la Russie, l'Arabie saoudite avec les États-Unis. Il y a moyen de trouver quelque chose. Et la guerre de Gaza précipite tout, et l'élection de Trump, on en reparlera, précipite tout cela. Mais pour l'Iran, l'essentiel aujourd'hui, la stratégie, ce n'est plus l'axe de la résistance contre Israël, c'est de construire quelque chose avec l'Arabie saoudite qui soit durable et qui permette justement de reconstruire le Moyen-Orient, non pas sous l'égide d'Israël, accord d'Abraham, Israël entendait diriger le Moyen-Orient et l'organiser à sa botte, mais un Moyen-Orient qui serait dirigé, animé, contrôlé, dynamisé par les deux grandes puissances de la région que sont l'Iran et l'Arabie saoudite, qui pourraient ainsi apporter leur qualité et leur dynamique spécifique pour que le Moyen-Orient sorte de la période de crise qu'il connaît actuellement. Donc, vous l'avez commencé à l'évoquer, donc la question de Trump. Donc, quel impact l'arrivée de Donald Trump au pouvoir va avoir sur la question du nucléaire iranien, justement? Alors, la guerre, l'axe de la résistance n'existe plus, ou plutôt c'est l'Arabie saoudite qui le reprend. Vous le disiez, les conférences qui ont eu lieu récemment montrent que désormais, où se trouve la résistance à Israël, ce sont les pays arabes, Turquie et Iran n'en sont pas partis, les pays arabes qui disent les propositions de Trump sur la Palestine sont inacceptables. Et sont eux qui sont les successeurs de l'Iran dans l'axe de la résistance. Paradoxalement, le bébé de l'axe de la résistance, c'est plus l'Iran qui le tient en main, c'est l'Arabie saoudite, qui n'en voulait pas. Enfin, c'est très difficile de gérer la crise palestinienne. Ça fait 50 ans que ça dure. C'est une affaire à prendre des coups et ne rien avoir en retour. Mais il faut bien le prendre en main. Et tout le monde est d'accord, Iranien et Saoudien, depuis longtemps, que tant que la crise palestinienne ne sera pas résolue, rien ne sera stable dans la région. On trouvera une solution pour 4 ou 5 ans, depuis les accords d'Oslo, etc. Ça tient 4 ou 5 ans et ça ne dure pas. Si on veut une solution durable, il faut en trouver une solution solide. Et donc, la crise palestinienne est centrale, mais il y a tellement de questions qui arrivent avant. Et donc, l'Iran est un peu déchiré entre la nécessité
de ne pas abandonner la cause palestinienne si elle était prise intégralement par l'Arabie saoudite et donnerait l'Arabie une puissance importante dans sa région et serait un concurrent trop important pour l'Iran, qui a d'autres qualités, qui perdrait l'atout d'avoir été celui qui aura libéré Jérusalem, entre guillemets. Et donc, cette compétition, elle existe. Et c'est là que Trump arrive avec sa méthode originale, qui a commencé avec les accords d'Abraham. En 2020, les accords d'Abraham font que Israël, qui était loin du Golfe Persique, donc a des relations à nouveau avec les Émirats et Bahreïn. Et l'Arabie saoudite allait signer un accord nouveau. L'Iran se trouvait encerclé. Et c'est pour cela que l'Iran était très hostile à l'Arabie saoudite, à multiplier les conflits, notamment au Yémen. Et donc, en mettant Israël dans la logique du Golfe Persique, Trump a en quelque sorte provoqué le conflit, a provoqué notamment le conflit du 7 octobre, qui est arrivé, c'est parce qu'effectivement était dans l'air du temps la reconnaissance d'Israël par les pays du monde arabe. Et on comprend que le Hamas est farouchement opposé à tout accord qui permettrait cela, est opposé à ce que l'Arabie signe un accord avec Israël, mais qu'aussi l'Iran le fasse à terme. Et donc, le Hamas fait le 7 octobre. Donc, les accords d'Abraham ont déclenché le 7 octobre. Hélas, de façon barbare que l'on connaît, mais les faits sont là. Résultat, c'est Trump, effectivement, qui a déclenché le 7 octobre. Il faut bien le dire clairement. Et le Hamas a été l'outil dramatique d'une politique de destruction, finalement, d'Israël, parce qu'on connaît l'enchaînement des faits. Mais Trump était à l'origine d'avoir voulu faire des relations Israël-Arabie saoudite la clé du futur du Moyen-Orient. Israël ne peut pas diriger le Moyen-Orient. C'est une évidence factuelle. N'importe quel étudiant de première année de géopolitique connaîtrait ça. Bon. Mais Trump ne sait pas ça. Résultat, il a provoqué la guerre. Aujourd'hui, il revient. Il revient avec des propositions, on le voit sur l'Ukraine, qui sont assez surprenantes, d'argent. L'Iran, on peut dire, est vaincu. L'Iran n'a pas de bombe atomique, a une crise économique, une crise politique majeure à l'intérieur, les révoltes sociales sur l'assassinat de Mahsa Amini, la révolte des femmes en Iran montrent que rien ne va bien en Iran, la crise économique est catastrophique, et le gouvernement de Pezeshkian, réformateur, fait ce qu'il peut avec l'appui du guide. Mais l'Iran est en mauvaise position. Mais il reste encore la crise du nucléaire qui est encore là, qui n'est pas résolue, mais elle est en train d'avancer, et les Européens notamment négocient avec l'Iran. Trump arrive en disant « je vais régler la question ». Il va discuter d'Iran avec l'Arabie saoudite. C'est l'Arabie saoudite qui fait l'intermédiaire, le go-between entre Iran et États-Unis. Pour l'Iran, c'est impensable, mais c'est la réalité. Résultat, on peut penser que après la catastrophe des accords d'Abraham, Trump, en détruisant toutes les traditions de politique régionale et en tenant compte de rien, oblige effectivement l'Arabie saoudite à prendre ses responsabilités. En disant à l'Arabie saoudite, si vous ne prenez pas vos responsabilités pour organiser les choses, pour vous rapprocher d'Israël, pour avoir une politique constructive dans la région, pour investir, pour reconstruire Gaza, à part des milliards de dollars, moi je soutiens l'Iran. Et donc les Saoudiens ne peuvent pas accepter cela. Mais ils jouent sur les deux. Et dit aux Iraniens, si vous n'acceptez pas d'avoir un accord sur le nucléaire, de désarmer vos missiles en partie, je soutiens l'Arabie saoudite. Et Trump joue sur les deux, sachant qu'aucun des deux n'a envie que l'autre soit vainqueur, ni vaincu d'ailleurs. Et donc, la question que je me pose, c'est est-ce que Trump est capable de penser des choses aussi sophistiquées? Il a déclenché une guerre, il fait qu'aujourd'hui, Iran et Arabie saoudite sont face à face, ils ne se feront pas la guerre, c'est une évidence. Mais qu'est-ce que ça va donner dans le rapport de force régional? Je n'en sais vraiment rien, mais je me pose beaucoup de questions avec des réponses potentielles qui sont toujours très négatives. Quand on voit ce qui se passe à Gaza, on voit ce qui se passe en Cisjordanie avec la destruction des camps palestiniens de façon inhumaine, ça peut continuer. Et la question qui se pose ensuite, beaucoup d'analystes spéculent là-dessus. Le Washington Post a publié un papier il y a quelque temps disant Israël va bombarder les sites nucléaires iraniens dans les mois qui viennent. Oh, ça fait agiter tout le monde. Et tout le monde discute. Ça sera au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août. Ce n'est pas la question. On sait que bien qu'en Israël, ils veulent se payer l'Iran. Et donc, bombarder l'Iran comme ils ont bombardé la Syrie et détruit l'armée nationale syrienne qui n'a plus un seul canon à disposition pour un État aussi important. Et donc, le fait de détruire, de bombarder les sites nucléaires iraniens par Israël, c'est une espèce de cadeau que Trump pourrait faire aux Israéliens pour montrer que c'est Israël le patron dans la région. Sans considérer le fait que si Trump fait cela,
Ça veut dire que les plus radicaux prennent le pouvoir en Iran, c'est logique, en cas de guerre, et que donc les Iraniens, les 92 millions d'Iraniens qui ont envie d'une vie normale, qui ont les moyens d'avoir une vie normale, seraient encore embringués dans une crise politique intérieure avec les factions les plus radicales et restauration de l'axe chiite, tout ce que vous voudrez, contre Israël et d'une guerre ouverte que personne ne va gagner, mais qui fera des centaines de milliers de morts et fera que les Iraniens, notamment, seront les premières victimes de cela. Et donc, la question se pose, est-ce que Trump va être assez courageux pour dire aux Israéliens et aux Saoudiens, bon, trouvons une solution négociée, et aux Iraniens, on vous trouve une solution pour lever les sanctions et que tout le monde soit satisfait. Ce serait compliqué tout cela. Est-ce que Donald Trump, dans sa grande sagesse et sa folie, est capable de faire quelque chose? Je me pose la question, mais je suis très inquiet. C'est une question qu'on se pose tous, notamment avec le discours qu'il a pu avoir début février avec Benjamin Netanyahu à Washington, où il parlait du principe de déplacer les populations gazaouis et palestiniennes en Jordanie et en Égypte, créant du coup l'euphorie aussi en Jordanie et en Égypte, puisque ces deux pays-là sont quand même à la fois alliés aux États-Unis, donc ils ne peuvent pas non plus s'opposer complètement aux États-Unis, mais en même temps, il y a la Jordanie où on a son aspect identitaire et culturel qui peut être assez impacté, puisque la plus grande partie de la population jordanienne et palestinienne. L'Égypte traverse une crise sans fin avec le président Al-Sisi au pouvoir qui est quand même très dur et très strict. On ne sait pas du tout comment ça va se passer, sachant que en même temps, l'Égypte ne peut pas totalement s'opposer à son opinion publique qui est pro-palestinienne. Pareil, l'Arabie Saoudite, son opinion publique est pro-palestinienne aussi. Donc, le Mohammed bin Salman et donc aussi le roi ne peuvent pas prendre de position allant directement contre son opinion publique. Donc, on est un peu sur... on écoute la société civile malgré le fait que Donald Trump ait un peu ravivé les tensions avec la situation à Gaza, avec le déplacement, et redessiner les frontières du Moyen-Orient, en impactant aussi les différents pays de la région, et notamment l'Iran. Et donc, par rapport à ça, on a pu remarquer qu'on a, donc l'Iran pourrait donc envisager une négociation avec les États-Unis sur la question du nucléaire, donc ça, on a pu en parler, mais aussi, on a pu remarquer qu'en janvier de cette année, Moscou et l'Iran ont signé une sorte de coopération militaire. Donc, est-ce que cela pourrait avoir un impact sur ses relations avec Washington? Est-ce que cela pourrait en avoir un impact positif ou négatif? Est-ce que Donald Trump serait plutôt fermé à une négociation avec l'Iran à ce sujet? Quelle est votre position et votre ressenti dessus? Vous avez raison de dire, quand Donald Trump parlait de la Riviera, à Gaza, etc., c'est tellement énorme que c'est une bonne chose qu'il ait été extravagant comme cela. Ça a obligé les pays arabes à être sérieux, à dire, écoutez, votre situation n'est pas possible. Le roi de Jordanie l'a dit récemment, si vous voulez faire ça à Gaza, ça signifie que la Jordanie et l'Égypte, qui sont vos amis, ne survivront pas à une révolte intérieure et vous perdrez 2 alliés dans la région. Donc, Trump a compris. La Russie, c'est pareil. L'Iran joue effectivement la carte russe ou chinoise en économie pour dire aux Américains, si vous ne faites pas quelque chose, j'ai mes amis russes, mes amis chinois qui vont prendre le relais. Et donc, la Russie a toujours été l'ennemi national central de l'Iran depuis toujours, depuis le XVIIIe siècle, qui ont pris les provinces du Caucase, qui ont envahi l'Iran, et l'URSS a envahi l'Iran par la Seconde Guerre mondiale, c'était très très dur. Bref, les Iraniens se méfient des Russes comme de la peste. Cela dit, ce sont des voisins puissants, donc on est rationnel. Et donc, avec la Russie, il y a un accord stratégique sur 20 ans. On peut signer des accords stratégiques, ça n'engage à personne, mais ça montre qu'il y a une alternative à l'alliance américaine. Bon, c'est de bonne guerre, mais ça reste tactique, ce n'est pas stratégique. Et dans l'Iran, on peut surtout avoir que ces pays voisins soient calmes et avec de bonnes relations et pouvoir se développer comme une puissance régionale stable avec sa population qui a vécu 45 ans d'islam politique. C'est le seul pays de la région qui a vécu 45 ans de régime politique, qui peut prendre le bien et le mauvais qu'il y a dans l'islam politique. C'est un pays où la population des femmes, on l'a bien vu, est la plus socialisée du Moyen-Orient, sans conteste, voile ou pas voile. C'est la population de la région qui est la plus instruite en niveau général, avec le nombre d'universités qu'il y a en Iran et des succès technologiques. L'Iran place des satellites sur orbite, il n'y a que 5 pays au monde qui sont capables de le faire. Autrement dit, la société iranienne a la capacité de pouvoir avoir un avenir meilleur, ça peut se faire. Ils sont sur le fil du rasoir, ça peut tomber du mauvais côté ou du bon côté, vu le drame qui a été provoqué par le 7 octobre, et que personne maintenant ne sait plus sur quel pied danser. Et avec Trump, on ne sait pas ce qui est logique. Et donc, là, aujourd'hui, Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, est à Téhéran pour discuter avec les Iraniens et essayer de trouver une solution. Chacun, l'Ukraine, l'Iran, chacun joue l'un contre l'autre,
essaie de faire des choses à son avantage. Toutes les cartes sont sur la table, on ne sait plus qui détient quelle carte en main, mais on est en phase de recomposition complète du Moyen-Orient. Et je crois que c'est important. L'Iran se replie sur lui-même, l'attaque du 13-14 avril dernier avec ses missiles. L'Iran est donc une puissance régionale, ne tient plus à être une puissance expansionniste, et donc on a une redistribution des cartes. L'Arabie saoudite, qui n'existait pas il y a 30-40 ans, l'Arabie saoudite est aujourd'hui un pays plein d'avenir, avec une volonté politique de développement, avec une société qui évolue de plus en plus. Donc, les cartes sont redistribuées. Le problème, c'est que l'Irak est un pays martyr, la Syrie également est un pays martyr, ne parlons pas de l'Afghanistan. Et ce qu'on peut espérer, c'est qu'effectivement, l'Iran ne tombe pas dans le drame de ce qui est arrivé à l'Irak. Et je pense que cette question-là est hors de question, est hors de propos, parce qu'il y a en Iran une tradition d'unité nationale assez forte, de pays beaucoup plus structurés, et Dieu merci, il n'est pas en guerre civile comme l'était la Syrie ou l'Irak. Et donc, soyons certains qu'il faut repenser les choses. On est comme en 1960, il y avait l'indépendance de la guerre de l'Algérie, il y avait les indépendances des colonies. Cette période-là est tombée. Il y a eu ensuite la révolution islamique en Iran qui a fait que l'islam politique et le monde musulman cherchaient à s'exprimer à travers l'islam, qui était une façon de s'exprimer. Cette phase-là est tournée. L'islam politique est terminé du point de vue géopolitique. Ça reste évidemment un élément important, mais on n'en prend que les composantes. Ce n'est plus la dynamique centrale, l'arc chiite ou l'arc sunnite, etc. Mais désormais, on a un Iran, par exemple, qui a montré qu'il voulait être tout seul. Il y a les BRICS, ces pays colonisés, anciens pays sous-développés, même si la Chine et la Russie sont des éléments un peu différents, qui cherchent à s'exprimer. On rentre véritablement dans une nouvelle phase et il ne faudrait pas que le Moyen-Orient soit un terrain de jeu dramatique et militaire pour cette recomposition du monde dont la crise palestinienne est le cœur. Malheureusement pour les Palestiniens, ils sont le symbole de tout. Alors tout le monde, ils sont un petit peuple, il y a 5, 6, 7 millions d'habitants, c'est rien du tout en quantité et en territoire. Mais symboliquement, la solution des questions palestiniennes est la clé en fait de toute la stabilité du Moyen-Orient. Donc merci aux Palestiniens, mais bon courage quand même à eux. Et ma dernière question, ça serait peut-être pour reprendre deux petits points que vous avez pu mettre en avant. On a pu voir donc que la chute du régime de Bachar el-Assad le 8 décembre 2024 a été quelque chose qui a surpris la communauté internationale, donc principalement l'Union européenne, les États-Unis, mais même les voisins de la Syrie. Pas mal de personnes ont des doutes sur le gouvernement de transition de Ahmed el-Shara, donc HTC. On avait vu qu'au préalable, la Syrie et l'Iran avaient quelques tensions, notamment sur l'aspect politique, puisque l'Iran avait demandé à ce que Bachar el-Assad protège la région du Golan, chose qui n'a pas été faite parce que l'armée syrienne a été totalement affaiblie. L'économie syrienne a été longuement impactée et on a pu voir qu'il s'appuie énormément sur des ressources comme le Captagon, qui n'étaient pas suffisants pour pouvoir subvenir aux besoins et de payer les militaires, mais aussi des fonctionnaires. L'Iran a essayé d'aider à de nombreuses reprises la Syrie, et notamment la Syrie est très endettée à l'égard de l'Iran. Et dans cette optique de recomposition du Moyen-Orient, de renouvellement de l'Iran, puisque l'Iran maintenant est tourné plus sur son nationalisme et essaie de trouver des solutions en interne. Mais il faut aussi penser sur l'aspect renégociation avec les pays frontaliers, parce que l'Iran ne se refermera pas complètement et jouera quand même un point important dans la région. Pensez-vous que ces relations avec la Syrie, si on suit la logique actuelle d'Ahmed al-Shara, qui est de discuter avec toutes les minorités, d'essayer d'inclure les minorités, donc les groupes armés kurdes, mais aussi les groupes armés du sud, donc druzes, au sein de l'armée syrienne de manière générale, est-ce qu'il y aurait peut-être un petit rapprochement entre ces deux pays si jamais la question, si on décale la religion de la question, puisque entre sunnites et chiites, il y a eu certaines oppositions, etc. Mais pensez-vous que la Syrie pourrait redevenir un bon allié de l'Iran si jamais on est sur des spéculations? Pareil, le Liban est en recherche d'un nouveau gouvernement. On a vu Aoun proposer un nouveau gouvernement. À voir comment cela va se passer, surtout qu'il faut aussi le recomposer avec le Hezbollah, puisque le Hezbollah ne peut pas être non plus complètement mis de côté du Liban. Et on est en avance sur deux alliés stratégiques et potentiels de l'Iran, qui a de nombreuses fois aidé l'Iran, et l'Iran a de nombreuses fois aidé ses alliés. Donc pensez-vous que la nouvelle donne moyen-orientale, avec la Syrie,
le Liban qui est en voie potentiellement d'avoir un gouvernement stable, et l'Irak, on a des élections prévues en fin d'année 2025. Pensez-vous que l'Iran pourrait quand même créer de nouveaux liens avec ces nouveaux régimes qui arrivent petit à petit à se mettre en place? Comme je disais tout à l'heure, la guerre Irak-Iran est terminée, c'est-à-dire le fait que l'Iran regardait vers l'ouest et a cherché avec l'alliance avec la Syrie un allié étatique pour combattre l'Irak, et avec le Hezbollah un moyen pour taper sur les Français, les Américains et Israël qui a aidé l'Irak de Saddam Hussein. Cette période est terminée. L'ambition méditerranéenne de l'Iran, l'alliance avec la Syrie, tout ceci va rester bien évidemment. Mais l'État libanais, comme l'État syrien et la population libanaise, non chiite, et même chiite, et syrienne, n'ont pas un bon souvenir de ces années-là. L'Iran est un peu rentré en colonisateur un peu en Syrie, en protecteur et colonisateur, a dépensé de l'argent, mais en a tiré profit aussi. Donc je pense que cette période-là est terminée, et que le gouvernement d'Al-Shara à Damas, ou quel qu'il soit le gouvernement de Damas, ils ne vont pas accepter que les Iraniens reviennent comme des bons alliés, des bons amis. C'est fini. Même à l'époque de Bachar el-Assad, les 2 dernières années, l'Iran et Bachar étaient en conflit sur 1000 sujets. Et donc, l'Iran cherchait à se retirer justement de la Syrie. Et à l'intérieur de l'Iran, un certain nombre de groupes politiques voulaient y rester quand même, disant on va combattre Israël. Les divisions politiques à l'intérieur de l'Iran sont très fortes. La conclusion de cela, c'est que l'Iran, mais désormais, c'est le Golfe Persique, c'est l'Arabie, Koweït, l'Irak, c'est la Chine, l'ouverture vers la Chine. Et la division, l'Iran dit je suis un pays d'Asie du Sud-Ouest, n'est pas du Moyen-Orient, je suis Asie du Sud-Ouest. Le Proche-Orient, c'est autre chose. Il y a eu une aventure iranienne pendant 40 ans sur le Hezbollah, sur la Syrie. C'est terminé cette période-là, je crois. Et il va y avoir des séquelles, des continuités, évidemment, tout ne s'arrête pas. Mais les priorités ont changé radicalement. Et donc, je crois que ce qu'il faut bien voir aujourd'hui, c'est que dans ce changement de stratégie, l'Iran cherche à se protéger et à développer, mais on ne peut pas compter sur une amitié entre l'Iran et le Liban et la Syrie. Tout au plus, l'Iran aura des relations de bon voisinage, c'est le mieux qu'il pourra en tirer, et récupérer son argent. Je crois que les Iraniens ont fait une croix sur les 30 ou 40 milliards de dettes ou d'argent qu'ils ont prêté ou dépensé en Syrie et au Liban. Ça fait partie du politique et du passé. Trump récupère l'argent qu'il a demandé en Ukraine. Il n'a pas demandé encore l'argent du débarquement de juin 1944 à la France, mais bon, l'Iran ne va pas réclamer les 30-40 milliards qu'il a perdus, ou 50 ou plus, en Syrie. La page est tournée, est très dure, la page est tournée. Merci beaucoup. Là, on va suivre les avancées de l'Iran et voir comment ça se passera, notamment avec ce repli identitaire national, voir si l'Iran arrivera à surmonter certains de ces défis à la fois économiques, sociaux, puisqu'on a vu de nombreuses manifestations et atteintes aussi à certaines communautés, et notamment les femmes en Iran. Mais cela m'a tout l'air d'avoir quand même un très bel avenir, puisque l'Iran comprend ses atouts, comprend son importance, et je pense qu'on pourrait avoir un Iran plus ouvert peut-être, à savoir, à voir. Mais ça m'a l'air d'être au moins quelque chose de positif dans ce Moyen-Orient en recomposition, et les dynamiques ont totalement changé. Certainement. Je pense que les choses sont positives, peuvent venir. Savoir qu'en Iran maintenant, ce qu'il faut voir, c'est les conséquences politiques à l'intérieur de l'Iran, tout ce qui vient de se passer. L'Iran est divisé, totalement divisé entre forces politiques qui ont fait la République islamique. Le guide de la République islamique tient pour l'instant tout le monde dans le même panier, mais c'est un panier de crabes qui se divise. Et la question est de savoir si dans cette situation dramatique, l'Iran va imploser ou pas, ou exploser, on n'en sait rien. Les questions régionales, très importantes, les questions internes aussi. Et là encore, je n'ai pas de réponse. Merci beaucoup pour votre temps. Merci, c'est très